Bonjour à tous, je m'appelle Chongi Karine Ivan, je suis géologue minière de formation, mais également géomaticienne. Et dans le cadre de cette vidéo, nous allons apprendre à faire de l'extraction automatique des linéaments. Qu'est-ce que j'entends par linéament de notre zone d'étude? Ça peut être des lignes structurales comme des failles, des joints, des fractures, etc. Ça peut être des routes, ça peut être euh, plein d'autres choses qui peuvent avoir une forme linéaire sur notre zone d'étude. Et nous le ferons à partir d'une donnée d'observation de la Terre particulière. Vous savez que les méthodes actuelles utilisent des images satellites optiques du genre Landsat, Spot, Aster, etc. Mais nous avons estimé que pour cette vidéo, ou du moins pour cette problématique, nous allons travailler avec un modèle numérique de terrain parce que nous pensons que c'est un peu plus rapide, un peu plus simple. Il n'y a pas forcément, ça vous évite un peu de passer par les méthodes de pré-traitement, ensuite un peu, parfois si nécessaire, de traitement des images satellites optiques, sans compter les corrections atmosphériques qui sont souvent un peu une étape fastidieuse et dont le processus dépend de l'image. Vous savez que Landsat, par exemple, il a ses propres méthodes de correction atmosphérique. Aster, ce sera différent. Sentinelle, il va également avoir ses méthodes de correction. Et parfois même, ça va jusqu'aux outils. Et du coup, ça allonge, ça alourdit la procédure et ça devient chronophage. Alors qu'avec un modèle numérique de terrain, il n'y a pas vraiment de gros pré-traitements à faire dessus. Et on peut directement aller dans le vif du sujet sans trop transpirer. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Alors, pour rappel, n'oubliez pas, lorsqu'on travaille sur un projet de géomatique, la toute première des choses à faire, autant pour moi, c'est de créer obligatoirement un dossier de travail qui va porter tout le projet. C'est très utile parce que dès lors que vous ouvrez déjà un fichier ou un shapefile ou un raster, il a quelques sous-fichiers du même nom qui vont s'ouvrir avec lui. Ces sous-fichiers portant des métadonnées, des informations de métadonnées ou alors des informations complémentaires sur ce fichier-là et dont l'absence pourrait endommager le fichier principal. Par exemple, on sait qu'un shapefile, s'il n'y a pas par exemple son sous-fichier .dbf, vous n'avez plus de table attributaire, donc le shapefile ne s'ouvre plus. Si vous n'avez pas par exemple son sous-fichier PRJ, vous n'aurez plus de référence spatiale sur ce shapefile. Donc, le dossier de tout un projet, ça nous permet de ne pas perdre des sous-fichiers lorsqu'on veut faire des copies, peut-être pour les transférer à un collaborateur ou à un ami, ou alors on veut rentrer travailler à la maison, on a laissé la machine du bureau, on n'a pas bien copié, et puis parce qu'il manque certains fichiers, dès qu'on arrive à la maison, on est bloqué, tout ne s'ouvre plus parce que des sous-fichiers sont restés bloqués quelque part. Et puis même aussi pour des questions même d'économie de l'espace mémoire, il ne faudrait pas par exemple que vous générez un fichier, après vous ne savez plus où vous l'avez gardé lorsqu'on vous pose la question 2, 3 jours après. Et comme vous êtes peut-être en pression de travail, vous vous retrouvez en train de devoir régénérer encore le même résultat parce que vous ne savez pas où vous avez gardé le premier résultat. Et du coup, tout ça, ça grignote de l'espace mémoire sur votre ordinateur inutilement. Donc on revient. La toute première étape va donc consister à tout simplement remplir les artefacts et puis, pardon, les dépressions artificielles qui sont des défauts liés au capteur satellite qui a filmé la zone d'étude et à partir desquels on a pu obtenir comme données d'observation de la Terre ce modèle numérique de terrain. Pour cela, vous allez aller dans Spatial Analysis Tools. Là-dedans, vous irez à Hydrologie et dans Hydrologie, vous allez prendre Fil. Alors, moi, dans le cas de ce cours, je ne vais pas exécuter cette fonction parce que c'est pas le but. Cette fonction,
on pourra la réutiliser dans le cadre de modélisation hydrologique par exemple, mais c'est juste pour vous rappeler que lorsqu'on travaille avec euh, un modèle numérique de terrain, on remplit toujours ces dépressions artificielles, on les comble toujours. Donc, n'oubliez pas de remplir ceci, vous mettez votre dossier de travail en output, etc., etc. Moi, je ne vais pas lancer ça parce que je vais aller un peu rapidement. Alors, donc, c'est le résultat donc, de fil que vous allez utiliser comme, on va dire, le nouveau modèle numérique de terrain de référence. Moi, je vais rester avec le brut juste pour aller rapidement. Alors, la première étape va consister à faire ce qu'on va appeler un hill shade. Je vais vous mettre ça. Alors, on va faire un hill shade. Hill shade, en anglais, c'est ombrage de relief. Alors, c'est une méthode de traitement qui va nous permettre d'obtenir un effet rugueux 3D de notre zone d'étude. Il est conseillé, lorsque on veut extraire les linéaments d'une zone d'étude, de faire plusieurs hillshades, c'est-à-dire chaque hillshade un paramètre différent pour avoir un peu plus de précision, un peu plus de détails, pour mettre en évidence certaines informations qui ne se voient pas lorsque le soleil est peut-être au zénith, tandis que lorsque le soleil est déjà vers l'ouest, d'autres détails vont apparaître. Lorsqu'il était à l'est, ces éléments ne se voyaient pas, mais ça montrait plutôt d'autres éléments linéaires. Donc on va jongler un peu avec pour pouvoir avoir des vues différentes de notre même zone d'étude. Donc je vais vous illustrer ça de façon un peu plus imagée. Si j'entre par exemple dans les propriétés de mon layers et que je vais sous l'onglet illumination, vous allez retrouver des éléments qu'on va manipuler tout à l'heure lorsqu'on va vouloir créer notre premier hillshade. Vous verrez azimut, altitude, et vous avez l'aperçu ici. Bon, lorsque je bouge par exemple le soleil selon les quatre points cardinaux, je suis en train de m'amuser en fait avec le paramètre appelé azimut. Et en fonction de là où le soleil se trouve, on est tout à fait d'accord que si le soleil se trouve par exemple au sud-ouest comme c'est le cas, la partie sud-ouest qui touche directement le soleil va être plus illuminée que la partie à l'opposé qui aura tendance à être un peu plus sombre. Pas de lumière, vous pouvez faire l'expérience par exemple avec une torche à la maison, vous éclairez un objet d'un côté et vous allez voir un objet, pourquoi pas qui est un peu bombé. Vous verrez que du côté de là, il y a votre torche, c'est plus éclairé, il y a une saturation de lumière. De l'autre côté, c'est un peu moins éclairé, donc un peu plus sombre. Et maintenant, vous avez le paramètre altimétrique, l'altitude autant pour moi, qui se comporte un peu comme... vous voyez, parfois on nous dit souvent le soleil se lève, on nous a toujours dit le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Alors lorsqu'il se lève, si vous avez la chance d'être peut-être d'avoir une maison, peut-être là il y a des montagnes et autres, vous aurez l'impression au lever du soleil que le soleil sort du sol. Et lorsqu'il est midi, plus le temps avance vers midi, plus vous aurez l'impression qu'il grimpe. Et à midi pile, on sait tous que le soleil est au zénith, c'est-à-dire il est pile poil au-dessus de nos têtes. Donc l'altitude joue un peu avec cette information-là, cette notion-là. Donc lorsque mon altitude est égale à 0, en fait c'est comme si le soleil est à ras le sol. Et là aussi, on verra que lorsqu'il a ras le sol, la partie la plus éclairée, c'est toujours du côté de là où il se trouve. Mais lorsqu'il est au zénith, toute la surface est éclairée de façon uniforme, puisqu'il n'est ni caché légèrement par une colline, parce qu'on est incliné à droite, à l'est, ou vice-versa par rapport à l'ouest. Donc voilà un peu. Lorsqu'il est là au milieu, il commence un peu à faire un genre, mais en fait, avec l'altitude, on joue plus avec le côté est-ce que le soleil est au zénith ou pas. Donc, pour faire un hillshade, c'est pas compliqué. Vous allez dans Arc Toolbox. Dans Arc Toolbox,
vous allez dans Raster, dans 3D Analyst Tools. Dans 3D Analyst Tools, vous allez à Raster Surface. Et là-dedans, vous allez voir Hillshade. Vous le portez et vous le jetez là. Voilà. Moi, je travaille avec le modèle Builder qu'on prend ici. Il est plus rapide à exécuter les fonctions que de les lancer directement depuis le toolbox. Alors, Hillshade. Dans le Hillshade, je choisis, je mets en input mon modèle numérique de terrain. Je rappelle qu'il est plus indiqué de travailler à partir de maintenant avec le fil, c'est-à-dire le résultat du fil. Alors, au niveau du output, je vais le jeter dans mon dossier de travail. Voilà. Et comme le résultat sera un raster comme qui va être généré, ben, je mets tout simplement ce raster là en TIFF. Je dois toujours préciser l'extension lorsque je travaille avec ArcGIS. Je dois toujours préciser l'extension du résultat si c'est un raster. Si ce n'est pas un raster, il n'y a pas de souci, mais si c'est un raster, je dois toujours préciser l'extension de ce raster qui va être généré. Le raster qui un peu passe-partout et qui dérange le moins, c'est le TIFF. Donc, je vous exhorte à toujours mettre le point TIFF lorsque c'est un raster, j'insiste. Alors, au niveau de l'azimut et de l'altitude, je vais par exemple d'abord générer un tout premier raster avec ces valeurs à défaut d'altitude et d'azimut. Au niveau du Z-factor, je n'ai pas besoin de changer. Attention quand même au niveau du Z-factor à la valeur que vous allez mettre parce que, alors déjà là je vais mettre OK. Je vais un peu fermer le modèle Builder pour vous expliquer. Alors, pourquoi est-ce que je parle du Z-factor rapidement? Parce que lorsque vous regardez partout où je balade mon curseur, il y a des écritures ici en bas qui se baladent partout. C'est les coordonnées géographiques de mon raster. Et comme par hasard, il se trouve que ce raster, depuis sa création, sorti des usines du fournisseur, on va dire ça comme ça, le raster avait pour référence spatiale des systèmes de coordonnées projetés, c'est-à-dire, et précisément, on est dans les, je pense, des UTM, on va vérifier. Et ça fait en sorte donc que le Z-factor de tout à l'heure, lorsque je mets 1, il va s'adapter à l'unité de mon raster que je suis en train de manipuler. Donc, ça veut dire, oui, il a en UTM 32, non, ok. Donc, ce qui correspond à notre zone d'étude, on est dans la zone du Sud Cameroun, quelque part ici, il y a le barrage hydroélectrique de Menveleux. Voilà, donc il y a Bizad, Menveleux et compagnie. Bref, le Z-factor épouse l'unité du raster que vous êtes en train de manipuler. Si votre unité, si l'unité de mesure des coordonnées de votre raster, c'est le mètre, kilomètre, etc., le Z-factor aussi, il sera en mètres, kilomètres et compagnie. Par contre, attention, si votre zone d'étude a pour unité les degrés géodésiques, c'est-à-dire des degrés décimaux, degrés minutes, secondes, etc., le Z, la valeur 1 de tout à l'heure, c'est-à-dire cette valeur-ci, elle sera aussi en degrés. Et attention, il ne faut pas oublier à ce niveau que 1 degré égale 111,111 km à l'infini. 111,11111 à l'infini kilomètres. Voilà. Donc, du coup, il faudra faire attention à cette valeur-là quand même aussi. Ça peut nous être utile, donc parfois ça peut donner des trucs trop exagérés. C'est-à-dire comme si vous demandez d'exagérer l'effet 3D du relief de 111 km. Bon, à ce stade, ça peut passer, mais parfois ça peut être trop exagéré et plutôt que de nous montrer le maximum de détails, ça va plutôt peut-être nous rajouter des détails superflus dont on n'en a pas besoin, etc. Bon, ce sera à vous de tester et de voir quelles sont les valeurs que vous pouvez mettre au Z-factor lorsqu'on est en degrés. Mais parfois vous pouvez laisser, c'est pas mauvais si vous avez une bonne base géologique,
ça pourra vous aider. Alors, du moins c'est une bonne base géologique, vous ne vous tromperez pas. Alors, je vais prendre ces paramètres à défaut et lorsque j'ai fini de remplir mon modèle builder, je vais demander à ce que il m'ajoute le résultat instantanément, d'où mon clic droit Add to Display. Ensuite, je clique sur Run. Alors, il m'a affiché ce premier résultat. Je vais en générer d'autres et vous les afficher tout de suite. Alors, voilà nos résultats qui ont été générés. J'avoue que j'en ai profité pour découper en une plus petite surface notre zone d'étude. J'ai estimé que ça allait nous éviter de trop avoir à dézoomer s'il fallait regarder toute l'emprise de l'image, ou bien ça allait nous éviter de trop nous balader et tout. Donc je me suis dit, je vais découper une surface juste assez grande pour que en zoomant qu'on puisse voir le maximum de détails et sans trop se balader partout, et qu'en même temps qu'on puisse voir le maximum de l'emprise de l'image. Bon voilà, ok, donc c'est pour ça que les hillshades que j'ai générés par la suite, ils sont légèrement moins grands. Alors voilà nos résultats. Je vais décocher, je vais zoomer un peu. Alors le tout premier hillshade, c'est celui qui avait pour azimut 315 contre 35 d'altitude avec un Z égal à 3. Vous voyez ce que ça donne. Voilà le suivant. Vous voyez qu'on a des détails qui se voient moins, peut-être d'autres qui se voient peut-être un peu mieux. Voilà. Ensuite, on a l'autre qui suit ici. Voilà un autre, voilà un autre, et voilà un autre. Sur ces éléments, vous remarquerez qu'il y a des éléments qui se voient, qui apparaissent peut-être mieux sur un que chez l'autre, d'autres qui disparaissent complètement, etc., etc. Par exemple, sur celui-ci, on peut sentir que cette faille-ci, qu'on appelle la faille d'une thème, on a l'impression qu'elle continue un peu comme ça, mais comme sa trace est moins évidente ici, on peut peut-être, pourquoi pas, essayer de guetter ailleurs pour savoir comment est-ce que ça se comporte. Ailleurs, on a des petites traces qui essaient de remonter, mais elles sont très tendues. On peut guetter encore ailleurs. Bref, ce sera à vous en tant que géologue, puisque le cadre de cette vidéo, on est plus dans un cadre géologique. Donc, ce sera à vous d'avoir le bon œil géologique, les bons outils pour essayer de comparer. Alors, la prochaine étape de notre vidéo va consister à aller soit vectoriser manuellement tous les linéaments qui apparaissent, soit alors à aller les extraire automatiquement. Dans le cas de cette vidéo, nous avons opté pour l'extraction automatique avec le logiciel qu'on appelle PCI Geomatica, qui est un logiciel de traitement des données d'observation de la Terre, au même titre que ERDAS ou ENVI. Alors, je vais ouvrir PCI Geomatica. Et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, je vais tout simplement aller dans le menu Tools. Dans Tools, je vais dans Algorithme Liberian. Et je vais me mettre dans la fenêtre qui apparaît à chercher ma fonction. Mais si j'ai une idée d'un mot-clé à l'intérieur de cette fonction, pour ne pas avoir à tâtonner si je ne maîtrise pas bien où ça se trouve, je peux aller dans Find. Dans Find, je vais écrire par exemple Line. Ensuite, je vais cliquer sur Find Next. Il va me chercher toutes les fonctions qui ont les lettres Line à l'intérieur. Donc, je vais cliquer sur Line autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que je vais arriver à la fonction que je recherche. Elle s'appelle Line Lineament Extraction. Donc, une fois que j'ai trouvé cette fonction, je double-clique dessus. Dans la fenêtre qui apparaît, il y a 3 onglets. Le tout premier onglet à défaut s'appelle Files. Une fois que je suis dans Files, tout ce qu'on me demande, c'est un input. Donc, l'input, c'est le modèle numérique de terrain brut. Pas brut, pardon, le hillshade qu'on a créé tout à l'heure. Donc,
Je vais naviguer jusqu'à mon hillshade, jusqu'à mon dossier de travail qui porte les hillshades que j'ai générés, par exemple celui-ci, et je vais cliquer sur Open, et ensuite je vais aller dans Input Parameters et manipuler les paramètres qui sont ici pour jouer avec la sensibilité comment je vais dire, de la fonction pour détecter les linéaments et les vectoriser automatiquement. Donc je reviens sous l'onglet Files, je vais au niveau de Browse. Browse, je vais naviguer jusqu'à mon dossier de travail, un peu comme ici, pour que je pouvais remonter un peu. Donc voilà comment j'ai organisé à peu près tous mes résultats. Je vais par exemple générer les linéaments pour ce hillshade-ci, je valide, je coche là et je run. Voilà, les résultats ont été générés. Je peux tout simplement donc fermer ces fenêtres et contempler mon résultat. Une fois mon résultat accessible, je vais tout simplement exporter mes lignes en faisant un clic droit, Save As. Et au niveau du format, je vais choisir Shapefile, ArcView Shapefile. Choisir un dossier dans lequel tout va se stocker, je vais mettre ligne et je reviens au dossier de mon hillshade, je save et je save. Voilà. Alors à ce stade, je peux tout simplement donc fermer PCI Geomatica et aller dans mon explorateur de fichiers pour récupérer le shapefile directement et le mettre directement dans ArcMap. Alors, nous voici de retour dans ArcMap. Tout ce que je peux faire à ce niveau, c'est d'ouvrir le shapefile des linéaments que nous venons d'extraire. À titre de rappel, nous avons fait plusieurs hillshades et je l'ai dit en début de vidéo, il est conseillé d'en faire plusieurs parce que en fonction de l'orientation du soleil, de l'angle de vue, on aura des informations qui seront plus ou moins visibles par rapport à un autre angle de vue. Donc toujours multiplier les hillshades avec des paramètres différents et pour chaque hillshade, toujours procéder à l'extraction soit manuelle, soit automatique des linéaments. Et une fois qu'on a obtenu tous les linéaments dans tous les sens, il y a un travail d'épuration à faire, il y a un travail de nettoyage à faire, parce que toute ligne n'est pas ligne structurale si on est par exemple dans un cadre géologique. Toute ligne n'est pas... Il y a des lignes par exemple là qui peuvent refléter, pourquoi pas des constructions humaines, ça peut être des routes, etc. Donc vraiment toujours prendre le temps de nettoyer ce résultat. Donc là c'est le résultat brut que j'ai ouvert dans ArcMap, mais il est tout à fait possible d'ouvrir un autre. J'ai pris le soin de préparer un autre fichier un peu plus nettoyé. Et comme c'est quand même beaucoup, je me suis limité à une superficie encore un peu plus petite. Parce que je voulais pas, pour les besoins de la vidéo, perdre beaucoup de temps à nettoyer un peu partout. Donc, vous allez me permettre, je vais ouvrir cette version. Voilà, je vais zoomer un tout petit peu. Donc, j'ai délimité une plus petite portion pour ne pas avoir à tout nettoyer. Et pour qu'on puisse bien distinguer l'avant d'après. Donc je vais peut-être mettre cela en quelque chose d'orange. Voilà. Donc voilà le fichier nettoyé. Je vais éteindre le fichier brut. Ça me donne quelque chose comme ça. On peut voir avant, on peut voir après. Vous voyez que c'est un peu plus nettoyé. Ceux qui ne nécessitaient pas d'apparaître, ils ont été supprimés. Ceux qui étaient pertinents, on les a gardés. Et puis on recommande aussi toujours dans la littérature de toujours comparer ces résultats à des cartes existantes. Ça peut être des cartes géologiques existantes, bien qu'elles ne soient pas toujours très riches en structures géologiques. On peut les comparer quand même on peut les comparer avec des cartes topographiques, voire avec les lignes de crête par exemple, les fonds des vallées, etc., etc. Et puis il y a toute la logique aussi
géomorphologique qui va derrière pour compléter nos interprétations et valider des linéaments et tout. Et par moment, il a été nécessaire, pourquoi pas, de jumeler un peu certains bouts ou bien de les redessiner légèrement, mais dans l'ensemble, vous avez ce résultat-là. Si quelqu'un se sent un peu plus à l'aise avec la vectorisation manuelle de ces linéaments, c'est pas mauvais du tout, il peut toujours y aller. La prochaine étape de notre travail va consister à préparer notre jeu de données pour la prochaine étape. La prochaine étape, c'est celle-là qui va nécessiter un autre logiciel que ArcMap et dans lequel on va pouvoir générer une rosace de direction. Je rappelle qu'une rosace de direction, c'est quelque chose de très utile parce que ça nous permet d'avoir l'orientation préférentielle de tous les linéaments de notre zone d'étude. Cependant, on est buté encore à un dernier obstacle, c'est que ce soit lors de la vectorisation manuelle des linéaments ou alors de leur extraction automatique, on a forcément dû faire des petites retouches si c'était pour l'extraction automatique. Retouches qui nécessitaient pourquoi pas des vectorisations parce qu'on veut corriger un peu les formes, etc. Ou alors on a depuis le départ décidé de vectoriser complètement et non pas de passer par PCI Geomatica. Mais dans tous les cas, qui dit vectorisation dit forme unique, c'est-à-dire des linéaments qui sont vectorisés en une seule fois, c'est-à-dire en plusieurs segments. Et le problème, c'est que pour faire une rosace de direction avec une ligne qui a plusieurs segments d'orientation différentes, même si l'ensemble nous donne toute la ligne, tout un linéament tordu, etc., et bien, c'est pas évident. Donc, il faut découper chacun des linéaments en fonction de leur segment, de telle sorte que ces derniers soient autonomes, et sans ça, on ne pourra rien avoir comme rosace de direction. Donc, pour découper cela, c'est pas compliqué. On va aller dans Search. Vous pouvez prendre le Search ici. Moi, je l'ai déjà mis de côté là. Et vous écrivez le mot split. Split, ou bien vous écrivez le mot-clé de la fonction que vous cherchez. Moi, je cherche la fonction split. Donc, j'écris et j'appuie sur Entrée, ou bien je clique sur cette loupe là. Et ça va m'afficher ce résultat-ci. Donc, de tous les résultats qui s'affichent, de tous les splits que je cherche en particulier celui qu'on appelle le Split Line at Vertices. C'est celui-ci. À titre indicatif, lorsqu'on ne connaît pas l'emplacement de certaines fonctions et qu'on les a trouvées avec Search, si on veut quand même savoir dans quel coin de Arc Toolbox cette fonction se trouve, on peut, ayant déjà ciblé la bonne fonction, regarder juste ici en dessous pour retrouver le chemin. Donc, pour Split Line at Vertices, on me dit par exemple que dans Arc Toolbox, je dois entrer dans Data Management Tools, ensuite dans Features pour pouvoir retrouver cette fonction. Donc, ce que je vais faire, je vais donc utiliser cette fonction. Je vais repartir tout naturellement dans Arc Toolbox. Dans Arc Toolbox, vous avez vu Data Management Tools, Features, et dans Features, je vais voir Split Line at Vertices, c'est-à-dire découpe chacune des lignes au niveau des vertex. Vertex, c'est le singulier, c'est vrai que c'est un mot en anglais, vertex, et le pluriel, c'est vertices. Donc, c'est en fait les différents nœuds que nous mettons pendant la vectorisation. Donc, je prends cette fonction. En input, je mets le shapefile concerné. Je choisis un dossier de travail pour exporter. Je vais l'appeler par exemple split linéament. Voilà. Je n'ai pas besoin de spécifier l'extension du fichier résultat parce que je vous ai dit ce n'est que pour les rasters que c'est obligatoire. Mais pour les vecteurs, on n'a pas besoin de spécifier l'extension .shp. Donc, je valide. Je add to display pour que dès que la fonction s'exécute, que le résultat s'affiche directement ici sans que je n'ai à repartir dans Arc Catalogue. Donc, ensuite, je run la fonction et le résultat s'affiche. Alors, ce qu'on va constater tout à l'heure,
c'est quoi? C'est que si je décoche, par exemple, l'autre là, et je vais plutôt exprès ouvrir le shapefile linéairement. Voilà, donc, dans le résultat que j'ai obtenu, si je sélectionne ceci, vous voyez, ça me fait maintenant des segments. Donc, c'est le même linéairement, sauf qu'il s'est segmenté en fonction des nœuds. Chaque nœud regardant bel et bien dans une direction. Chaque segment, autant pour moi, regardant bel et bien dans une direction. Donc, ce sont les nœuds, les différents nœuds qui me permettent d'avoir ce segment isolé là. Et ce n'est que comme ça que je peux donc sereinement aller dans le prochain logiciel pour générer ma rosace de direction. Je rappelle également qu'à partir d'ici, on peut créer également ce qu'on appelle une carte de densité de facturation. Ça peut être très utile pour les géologues. Et pour le faire, c'est pas compliqué. On va chercher toujours dans Search. Je vais chercher par exemple la fonction Density. Alors, vous allez voir Line Density. Et on me dit que c'est dans Spatial Analysis Tools. Je peux très bien lancer et cliquer dessus et arriver directement là. Et je vais encore une fois de plus avoir recours à mon modèle Builder dans Arc, dans le résultat qui s'est généré, c'était Line Density là. Je porte ma fonction, je la jette là. Et en input, je vais mettre tout simplement le shapefile déjà découpé. Donc, choisir un dossier de travail. Je sais pas, je vais mettre ça par exemple ici. Et appeler ça test densité ou test density. Et ici, le résultat qui va se générer, c'est un raster. Donc, je n'oublie pas de mettre l'extension, par exemple, pointif. Je peux également m'amuser à modifier ces paramètres aussi. Je vous laisserai le soin d'aller mieux regarder ça de près. Vous modifierez les paramètres en fonction de vos besoins. Et vous cliquez sur OK. Voilà. OK. Toujours Add to Display. Ensuite, Run. Donc voilà, le résultat s'est généré avec un certain nombre de couleurs à défaut. Je suis libre de réhabiller tout cela avec une gamme de couleurs un peu plus parlante. Par exemple, je peux prendre... mais à ce niveau, on a un résultat. Je vais prendre, voilà, celui-ci. Voilà. Ça nous donne donc la carte des densités de fracturation. C'est-à-dire les zones qui sont le plus fracturées possible auront tendance à être un peu plus rouges, tandis que les zones où il y a moins de fracturation de notre sol auront tendance à tirer vers du vert, par exemple. J'aurais pu prendre par exemple du bleu au rouge parce que normalement, je vais invert. Oui, parce que normalement, il est conseillé pour ce type de cas de partir des tons chauds aux tons froids ou les verts, c'est-à-dire les tons chauds ça va être du rouge, tandis que les tons froids ça va être principalement du bleu. Bon, j'ai pas le temps de tout fouiller, peut-être c'était celui-ci, voilà, ok, c'était celui-ci. Donc on va du bleu à des tons un peu plus rouges, etc. Évidemment, je peux refaire, je peux modifier les intervalles. Je peux dire par exemple que, ah tiens, ces intervalles sont trop grands. Déjà, je vais diminuer le nombre de chiffres après la virgule. En faisant un clic droit dans l'espace vide blanc, je m'assure que je suis clic droit, format labels. Je m'assure que je suis dans le numérique. Je choisis Number of Decimal Places. Je mets 0. Ou non, 0 aussi, disons. On va mettre, bon, disons, 2 chiffres après la virgule. Voilà. J'applique. Maintenant, si je veux modifier ces intervalles, je peux venir entrer directement dans Classify ici et modifier le pas des intervalles.
Je peux dire que ah, tiens, le premier intervalle s'arrête par exemple à 1, le deuxième s'arrête par exemple à 1,5, le deuxième 8,92, etc. 1,5, voilà. Le deuxième peut-être à 2,56, etc. Ou pourquoi pas, je peux même aller à 2. Le deuxième, pourquoi pas, on va laisser 2,56. Le troisième 3, etc. Je peux remodifier comme ça. J'applique et je clique sur OK et ça me donnera certainement autre chose. Bon, à vous de manipuler cela à votre guise. Je peux dire que 4,47 c'est peut-être un peu trop bas. Je peux dire que ah tiens, on va descendre à 3,50 et puis peut-être ici on va partir on va descendre à 4 carrément. Alors ici j'avais mis 1,5. Voilà, je crois que là c'est OK. Je fais ceci et ça me donne une carte de densité de facturation comme celle-là. À présent, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Avant d'aller dans Rockworks, il va falloir créer des coordonnées pour dans la table attributaire, hein, des coordonnées de tous les vertex du début et de tous les vertex de la fin de chaque segment de nos linéaments. C'est pour cela que ici, vous allez voir, je vais créer par exemple dans la table attributaire, vous allez d'abord stop. Je vais créer dans la table attributaire des champs. Je vais appeler ça par exemple x, bon disons x1 pour dire que c'est le début, c'est la coordonnée du début. Je la mets cette longitude en double. Je crée également le y du début. Voilà, toujours en double. Je crée également maintenant la coordonnée x de la fin d'un segment. Je mets en double et je lui crée également son y que je vais mettre également en double. Voilà. Alors, une fois que c'est créé, je vais juste lancer les calculs automatiques. Ces calculs qui ne marchent que si on est en mode stop editing, c'est-à-dire que les outils de vectorisation ne doivent pas être activés, sinon ces fonctions ne prendront pas. Donc, une fois que c'est fait, je vais aller faire un clic droit sur chacun, sur chaque en-tête de nos nouveaux champs. Et à chaque fois, je vais aller dans Calculate géométrie après avoir fait un clic droit. Et lorsque je clique sur Calculate géométrie, il m'affiche une fenêtre qui me rappelle juste que je m'apprête à écrire dans la table attributaire sans avoir en gros activé les outils de vectorisation qui, jusqu'ici, on savait que c'était les seuls qui me permettaient d'écrire dans la table attributaire comme je veux. Mais là, comme je suis pas en mode Start Editing, c'est-à-dire en mode édition, il attire quand même mon attention dessus. Donc, je vais cliquer sur Yes, sans souci. Et je vais commencer par le X1. X1, on s'est dit c'était le début. Donc, tout ce qui est X1, Y1, c'est le vertex du début du segment, des segments de chaque linéament. Donc, je vais prendre donc, c'est le X coordinate of line start. On est bien sur X1. Et je me rassure que au niveau des références spatiales, j'ai quelque chose de cohérent. Donc, comme mon modèle numérique de terrain était en UTM, je me rassure que c'est effectivement dans ce système de coordonnées que, mes coordonnées vont garder les mêmes références spatiales. J'insiste sur le fait que pour les rosaces de direction, je conseille fortement de travailler dans un système de coordonnées projeté. Ça amène le moins de problèmes possible. Donc, je vérifie également l'unité. Je me dis c'est en mètres, c'est OK. Je clique sur OK. Il me rappelle la mise en garde de tout à l'heure. Je lui dis OK, il n'y a pas de problème, travaille. Il vient de me générer la coordonnée longitudinale de tous les points en début de vertex. Je fais pareil avec Y.
calculer de géométrie. Yes. Sauf le Y, on est dans le Y coordinate of line start. Donc là où la ligne commence. Je vérifie le reste, tout est OK. Et je valide. Voilà. Je fais pareil avec X2 maintenant, qui devient le X end, c'est-à-dire le X coordinate of line end. Je vérifie le reste, tout est OK. Je valide. Yes. Et enfin, je vais achever avec le dernier Y2. Lui, c'est Y coordinate of line end. Je le sélectionne. Je vérifie le reste. Tout est OK. Je clique sur OK. Yes. Et voilà. À cette étape, il me reste une dernière chose à faire. Il s'agit pour moi d'exporter tous mes linéaments avec une belle table attributaire comme celle qu'on vient de créer, qui a toutes les coordonnées des vertex, etc. On va exporter ça dans un format facilement lisible par Rockwork. Et ce format-là, c'est tous les formats de type AutoCAD, et notamment le DXF. Donc pour cela, je vais faire un clic droit sur mon shapefile, split linéairement. Je vais dans Data, ensuite je vais à Export to CAD. Dans la fenêtre qui apparaît, je sélectionne encore le shapefile en question. Ensuite, au niveau de Output Type, je vais dérouler. Là, j'ai le choix entre plusieurs fichiers DXF. Je peux prendre par exemple même le DXF R2010. Au niveau de mon dossier de travail, c'est vrai que je mets mes choses un peu en désordre dans la vidéo, mais bon, travaillez toujours dans un seul et même dossier de travail. Ne faites pas comme moi. Donc, alors je vais coller ça là-bas, juste pour les besoins. Je vais appeler ça, pourquoi pas ligne, hein? Ligne Rockwork. Je vais mettre ça comme ça. Hein. Et je clique sur OK. Et mon fichier a été exporté en bonne et due forme. Donc maintenant, ce que je peux faire, je vais dire au revoir à ArcMap. Et je vais aller tout de suite dans Rockwork pour la suite de notre travail. La troisième étape de cette vidéo qui va consister en la création d'une rosace de direction. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans Rockwork. Rockwork, c'est un logiciel de géologie minière. On peut y faire plein de choses là-bas, plein de modélisation géologique et minière. Et nous, dans le cadre de notre vidéo, comme nous sommes concentrés sur tout ce qui est linéairement, on va pouvoir ici générer une rosace de direction. Pour ce faire, voici l'interface principale. Dans l'interface principale, je vais aller dans Utilities. Dans Utilities, je vais aller dans Linears, Import, DXF Lineations. Cette première partie va me permettre d'importer en fait mon jeu de données sorti de ArcMap tout à l'heure. Donc déjà, je vais fermer ArcMap. Voilà. Donc une fois que j'ai cliqué sur DXF Delineations, j'ai cette fenêtre qui apparaît et qui va me permettre sur le coin ici d'aller chercher le shapefile, du moins le fichier DXF dont j'ai besoin. Donc je vais cliquer ici sur le côté et en cliquant dessus, une fenêtre va apparaître. Cette fenêtre va me permettre de naviguer jusqu'à l'emplacement où j'ai stocké, enregistré mon fichier DXF. Je le sélectionne, je clique sur ouvrir et ensuite je clique sur process G. Voilà. Alors, lorsque je clique sur process G, j'ai ce résultat qui apparaît, qui est en fait, on va dire, le contenu de ma table attributaire de tout à l'heure. À partir d'ici, je vais devoir configurer mon fichier DXF
de telle sorte qu'il soit conforme aux références spatiales de ma zone d'étude et de mes données depuis le départ. Donc, si je commence par la toute première colonne, on se souvient que c'était X1, c'est-à-dire le X du premier vertex de chacun de mes segments. La colonne 2, c'était son Y1, tandis que tout ce qui est Y, colonne 3 et colonne 4, c'était respectivement X2 et Y2. Donc, je vais faire un clic droit au-dessus de la première colonne, cocher X ou Y coordinates et dérouler juste en dessous pour choisir UTM meters et je clique sur OK. Je vais faire pareil avec toutes les autres colonnes. Voilà. Je peux éventuellement aussi modifier quelques unités, par exemple les superficies, mettre en hectares. Ça, c'est si je travaille avec, par exemple, je veux faire des modélisations 3D d'un gisement dans le sous-sol, etc. Bon, je peux mettre, je travaille peut-être en kilos ou en tonnes. Également au niveau des références spatiales de mon projet, je peux forcer le logiciel à adopter les références spatiales que moi j'ai choisies ici et vérifier aussi le séparateur, est-ce que c'est en virgule, est-ce que c'est en point, etc. etc. Donc ici j'avais déjà choisi datum WGS84, zone 32, mais ici, plus bas, il est encore en zone 13. Donc si je veux modifier ça pour que je n'ai plus à transférer un peu devant et rester cohérent dans ce que je fais, je peux aller dans Project Coordinate, Reassign, et là dedans je choisis tout simplement mon 32 et je finish. Tout simplement, il me dit que cela va changer le système de coordonnées ou les unités sans changer les données. Je dis ok, il n'y a pas de souci puisque c'est ce que je veux. Donc dès que c'est fait, il y a une suite de fenêtres qui apparaît, je veux juste valider et dans la fenêtre finale je vais cliquer sur process tout simplement et ça va scaler comme il faut et à la fin j'aurai au niveau du datum ce que j'ai choisi et au niveau de la zone donc UTM ce que j'ai effectivement choisi. Dans l'étape qui suit, il est donc question pour moi d'aller recréer mes segments en réindiquant clairement au logiciel Rockworks où se trouve mon Y1, mon Y2, mon X1, mon X2. Parce que juste ici, on n'a qu'une table attributaire vide. On ne sait pas qui est X. Nous savons à notre niveau, mais le logiciel ne sait pas. Il ne sait pas qui est X1, X2, Y1, Y2. Il ne sait pas. Donc, pour cela, on va aller dans Linear, Lineation Properties, Two Dimensional Lineations. Et également, ici, ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle les bearings, c'est-à-dire les orientations, les longueurs et les coordonnées X et Y des milieux de points de chaque segment, donc des vertex au milieu de chacun des segments. Il est nécessaire pour nous d'avoir cela parce que c'est à partir de ces éléments qu'on va pouvoir tracer la rose des directions, donc la rose des directions de nos linéaments. Et elle va beaucoup s'appuyer sur le bearings qui gère le côté pure orientation. Donc, au niveau de X1, je me rassure que c'est bel et bien la colonne 1. Y1, c'est bel et bien la colonne 2. X2, c'est bel et bien 3. Y2, c'est bel et bien 4, la colonne numéro 4. C'est-à-dire ce qu'on avait ici. Voilà. Donc, je repars. Voilà. Au niveau du reste, je ne crée rien du tout, je ne panique pas. Il est vrai que dans ma table attributaire, ces 4 derniers éléments n'apparaissent pas, mais il va les créer tout à l'heure.
Donc, je vais, comme autre option, cliquer sur Unidirectional de 0 à 360 degrés pour qu'on ait des angles de direction vraiment qui parcourent tous les points cardinaux possibles sur un cadran complet de 360 degrés et non pas sur du 180 degrés. Voilà. Bon, pour ce qui est du reste, c'est sans changement et on peut cliquer sur Process. Voilà, la fonction vient de finir de s'exécuter et vous remarquez tout de suite que dans la table attributaire de mon fichier DXF de tout à l'heure, il m'a bel et bien généré les angles d'orientation dans Bearing. C'est-à-dire, il va me dire que par exemple, le premier segment-ci qui part de tel XY à tel XY a pour orientation ceci. Donc, il est orienté 42 degrés. 42 degrés, on est à peu près au nord-est. Il me donne la longueur de ce segment et la coordonnée centrale au milieu de ce segment-là. Donc, pour la suite, je vais donc pouvoir aller générer ma rose de direction. Je vais repartir dans Linéaire. Donc, dans Linéaire, je clique sur Rose Diagram. Et lorsque je clique dessus, j'ai le choix. Soit je génère ma rosace de direction en fonction de Bearings, la colonne Bearings que nous venons de créer, soit alors je génère ma direction, ma rose de direction à partir des coordonnées X1, Y1 et X2, Y2. Moi, je propose que nous générions notre rose de direction en fonction des coordonnées. Donc, je vais aller dans From Endpoints et une fois à l'intérieur, la fenêtre qui apparaît me demande dans un premier temps de me rassurer que chaque colonne correspond à la bonne personne, c'est-à-dire X1, ça doit être la colonne 1, Y1, la colonne 2, X2, la colonne 3 et Y2, la colonne 4. Si c'est bon, OK. J'ai aussi, avant de générer mes résultats, le choix d'aller rajouter d'autres options. Ça va être, par exemple, est-ce que je veux une légende? Est-ce que si je reviens, par exemple, au début, est-ce que je veux que mon résultat soit sur 360 degrés ou alors sur 180 degrés, quel est le type d'analyse que je veux faire. À défaut, c'est généralement le pourcentage total de la population. Vous pouvez aller sur des occurrences, ça dépend de comment est-ce que vous souhaitez vos résultats. Vous pouvez aller par exemple sur des longueurs cumulées, etc., etc. Il y a plein de paramètres que vous pouvez choisir ici. Je vais laisser un peu les paramètres à défaut tels quels et les valider. Et je vais cliquer sur Process. CTRL-G. Une fois que je clique sur Process, dans l'espace droit de côté, j'ai le résultat qui apparaît. Je peux zoomer dessus pour voir ça de plus près. Dans le résultat qui m'est proposé, je me rends compte que la majorité de mes linéaments sont orientés nord-est, 45 degrés. 45 degrés, 227. Je rappelle que en géologie, une direction, ça veut dire deux sens. Et même dans la vie courante, c'est une aberration de dire à quelqu'un qui me demande de quel côté est-ce que je vais parce qu'il veut peut-être que je le dépose en route. C'est une aberration de lui dire, de poser la question en disant, tu vas dans quelle direction? Non, on dit tu vas dans quel sens et non pas dans quelle direction. Une direction a deux sens, soit la gauche, soit la droite, mais ils sont sur la même ligne. Alors qu'un sens, c'est un seul côté, ça veut dire soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Vous voyez un peu, donc ici la direction c'est 225-45 qui correspond à la direction nord-est, sud-ouest. Et c'est elle qui est dominante. On a quelques autres qui sont un peu dominants après celle-là, mais on va dire qu'on va jusqu'à peu près est-nord-est. Donc ce sont les directions dominantes. Si je regarde un peu de près la légende qui s'est créée, je peux avoir un certain nombre d'informations qui peuvent m'être utiles. C'est en anglais, ce sera aux uns et aux autres de les exploiter à leur guise. Ce même résultat, je pouvais aisément l'avoir. Je vais fermer sans enregistrer. À mon niveau, à votre niveau, vous devez enregistrer. Donc, je pouvais avoir exactement le même résultat en passant par Bearings. Sauf que dans Bearings, j'allais devoir me rassurer qu'au niveau de Strike, la seule colonne qui est active là,
que ce soit le bearing. Et j'allais toujours avoir droit aux mêmes options, etc., etc. Plus ou moins ces mêmes options, avec peut-être un peu moins de paramètres, mais plus ou moins ces mêmes options. Si je le mets, je mets les légendes, je peux faire des rotations, etc. Bref, c'est pratiquement les mêmes choses. Et je clique encore sur Process. Et vous voyez, en zoomant, tac, on a le même résultat. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à la chaîne de formation, à la chaîne de notre entreprise GeoVectorix. Et nous vous attendons pour des formations en présentiel. N'hésitez pas à nous contacter pour des modalités, à liker notre vidéo et à partager. Merci.